quand il quitte son village de Campagnole pour se rendre à la capitale, il nous fait l'amitié de venir nous voir et c'est avec plaisir que nous le retrouvons sur TVL. Il c'est bien évidemment le journaliste et écrivain Christian Combaz. Bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être à Paris, je l'ai dit, Campagnole, la France de Campagnole, c'est l'expression de cette France qui souffre, de cette France qui a des déboires quotidiens, cette France qui est malmenée et ces Français qui sont maltraités. Est-ce qu'aujourd'hui, plus que jamais, ces Français sont maltraités d'après vous ? Ils sont maltraités, les miens en tout cas, ceux qui m'entourent, principalement parce qu'ils n'ont guère changé dans un pays qui change tout le temps. C'est un énorme problème. C'est pas nous qui avons bougé, c'est pas nous qui sommes hors la loi, c'est la loi qui a bougé. C'est la loi qui est devenue autre. Donc les gens vivent comme leur père vivait, et on leur fait comprendre que ce n'est plus loisible. Il n'est plus loisible de le faire. Voilà, dans tous les domaines, qu'il s'agisse des rapports à l'électricité, à la nature, à l'élevage, ça pose un problème donc de hiatus, de divorce entre une grande partie de la population, parce que je me permets de vous rappeler que 90% du territoire est occupé par la moitié des Français. Donc la moitié des Français, en fait, investit le pays et ne vit pas dans les villes et ne subit pas les problèmes de tramway, etc. Et dans tout le discours officiel, sur LCI et partout, vous n'entendez pas parler de ces gens-là. Maltraités quand même, tous par le gouvernement, par exemple. On le voit après les pénuries, la crise sanitaire. On leur impose aujourd'hui de travailler jusqu'à 64 ans, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire. Alors, ça, c'est pas ce qui les frappe le plus, parce que, en fait, les campagnards sont quand même assez industrieux, jusqu'à un âge assez avancé. Non, ce qui les frappe le plus, c'est l'irruption permanente du gouvernement dans leurs affaires privées, leurs affaires locales, la cour de la ferme. On voit débarquer des gens pour le câble, pour le compteur Linky, etc. En permanence, depuis 10 ans, c'est le défilé. Non seulement ça, mais leur compte en banque, le fait que à la banque postale, on ne peut pas retirer d'argent, ou de moins en moins, ou quand on retire de l'argent, c'est quand on veut 1 500 € pour acheter une voiture d'occasion en liquide, on fait pratiquement l'objet d'une enquête quand on veut 1 500 €. Et ça, les gens le sentent, le campagnard le sent. Une forme d'oppression. Est-ce qu'ils ressentent aussi une autre forme de maltraitance? C'est cette inflation galopante que vit la France. Alors, là encore, ils ont des méthodes pour se défendre qui sont de descendre de plus en plus dans le bas de gamme, le discount. Ils achètent de plus grandes quantités dans des magasins comme Aldi. Et donc, ils ont réussi à amortir le choc jusqu'ici. Mais là, avec l'augmentation du prix de l'électricité, pour les toutes petites retraites, ça va devenir extrêmement difficile. Beaucoup de gens par paresse, notamment, je vous fais pas, mais c'est de la sociologie. Les femmes un peu entre deux types, avec plusieurs enfants, etc., quand elles sont un peu faibles et isolées, elles ont tendance à ne pas charger du bois pour leur cheminée. Elles mettent les convecteurs. Là, elles vont le sentir passer, hein. Si on se chauffe au convecteur aujourd'hui, on va le sentir passer. Et bon, c'est tout à l'avenant. Après, évidemment, elles vont être surendettées, elles vont aller se plaindre au département, enfin bref. Donc on va avoir des problèmes, comme d'habitude, tardifs par rapport aux autres, mais ils seront les mêmes. Et pourtant, quand on voit ce que la France est en train de devenir, on pourrait même parler au plan international du fait qu'elle disparaît des radars internationaux. Le problème, c'est qu'elle avait une aura intellectuelle qui, dans un système où la culture n'est plus grand-chose, la culture c'est la mode maintenant, mais la culture c'est plus Balzac, la France évidemment disparaît parce que ce qui l'a représenté le mieux disparaît aussi. Même le bon goût français de chez Vuitton disparaît, ou Hermès. Vous avez vu un foulard Hermès de 1960 et comparez-le avec un foulard Hermès d'aujourd'hui, on voit bien que le goût chinois est passé par là. Et donc tout ce qui nous représentait, toute cette espèce de bon ton français, est devenu hors la loi. Donc là encore, ce n'est pas nous qui avons changé, c'est la loi. Mais malgré tout, je regarde sur Twitter, je vous écoute et vous dites, et vous êtes toujours très optimiste. Qu'est-ce qui vous rend finalement si optimiste dans ce champ de désolation ? Parce que quand on est familier des livres d'aventure, des BD, etc., on sait qu'à la fin, ça finit toujours pareil. Le méchant finit dans l'effondrement de son empire et il dit encore raté. Et donc, on va vers... Je pense que nous sommes victimes, nous, les gens normaux, quoi, en gros, c'est-à-dire les 4/5 de l'humanité, nous sommes victimes d'un véritable complot sourd, moins organisé qu'on ne le prétend, mais beaucoup moins, innocent qu'on ne le croit.
C'est-à-dire les histoires sanitaires. Je ne vais pas vous traiter de complotiste, mais... Oui, mais les histoires sanitaires, évidemment, depuis la grippe H1N1, on voit bien qu'ils se sont repris à plusieurs fois pour essayer de nous infliger la même soupe. Il y a une soupe psychologique qu'on essaie de nous infliger de force. Par exemple, une des choses, on ne réintègre pas les soignants non vaccinés contre le Covid, mais quid de ceux des soignants qui ont la grippe normale ? Est-ce qu'on veut un contrôle qu'ils ont été vaccinés contre la grippe normale? Non. Donc, quelque chose dans le Covid est spécifique. Spécifique colle à une intention. Ouais, vous vous êtes trouvé un nouveau champion, Elon Musk, artisan d'une découverte. Alors non, mais d'abord je l'ai prévu. Depuis fort longtemps, j'ai dit que ce type, à l'époque où il n'était que le type qui envoyait des fusées, allait avoir une importance considérable dans la suite des événements. Tout le monde, à l'époque, m'a ri au nez. J'ai attribué ces prédictions à un de mes personnages dans la rubrique, qui s'appelle Léon, et je lui ai même fait dire à ce Léon que Elon Musk était probablement l'antéchrist. Je vais vous dire pourquoi j'ai attribué cette quasi-accusation. C'est que Elon Musk essaye de séduire et non d'intimider. Et c'est le propre de l'antéchrist. L'antéchrist réalise des prodiges et séduit les foules par des prodiges avant de les conduire vers leur perte ou d'essayer. Mais je pense qu'on est là-dedans. Alors c'est l'une des choses qui me rend optimiste, c'est que par exemple dans ces histoires de guerre, Elon Musk fait partie des gens qui vont refroidir tout assez rapidement parce que Elon Musk a intérêt à la paix. Or je me permets de vous rappeler que l'Amérique jusqu'à présent a eu intérêt à la guerre. La raison pour laquelle nous sommes en guérilla permanente à travers le monde, c'est que la guerre était plus productive, rapportait plus d'argent que la paix. Or, apparemment, il est en train de changer d'air à cet égard. Musk a l'air de dire que lui, pour envoyer ses fusées et pour rêver au sort de l'humanité, au sort général de l'humanité, il a besoin de tabler sur un univers stable. Je ne saisis pas très bien ce que vous voulez faire d'Elon Musk. À la fois, c'est votre champion, vous le présentez comme l'antéchrist. L'antéchrist, c'est par définition, à terme, quelqu'un de malveillant. Malveillant, en tout cas, qui est du côté du prince de ce monde. C'est-à-dire, il est visiblement du côté de la technologie qui pense par elle-même. Alors, on parlait tout à l'heure... Les défenseurs de l'intelligence artificielle. En coulisses, nous parlions de l'intelligence artificielle, mais il a eu l'intelligence de dire, lors d'une conférence de presse il y a 3 ou 4 ans, que c'était un des grands dangers qui guettait l'humanité. Donc déjà, c'est assez marrant. Parce que ça, mais il mise dessus. Alors, il mise dessus tout en disant qu'elle représente un danger, là encore, il y a quelques jours, parce que n'oublions pas qu'il a ce fameux Twitter, qui est son tableau noir personnel, et que les gens dont je fais partie, qui lisent l'anglais et qui sont abonnés à son fil, comme on dit, voient à peu près ce qu'il raconte toute la journée. Il manifeste publiquement une inquiétude quant à l'intelligence artificielle. Il dit notamment qu'elle va devenir le vecteur du wokisme, cette espèce d'idéologie à la noix qui veut qu'on s'interroge sur tout, quoi. Et vous, le chat GPT, qui adorez toutes ces informatiques, Moi, etc. j'aime beaucoup l'informatique, mais je pense qu'on ne peut pas lui réclamer ce qu'elle ne sait toujours pas faire, c'est-à-dire on ne peut pas lui réclamer d'avoir du jugement. Elle n'a que de la mémoire. Oui, mais elle va avoir la mémoire, elle va avoir la morphologie de votre père, de votre grand-père, elle va avoir la voix, il sera à vos côtés en train de vous donner des conseils à nouveau. Non, parce que si je m'aperçois que, parce qu'elle a beaucoup appris, elle me répète les mêmes salades que mon père, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce que j'attends... retrouver votre père à vos côtés en train de vous donner des conseils. Non, ce que j'attends d'une intelligence artificielle, c'est qu'elle m'étonne. Or, là, en ce moment, elle n'étonne personne. Si, elle étonne par... Ça, je vais vous dire, par quoi elle étonne, mais très peu de gens le... Elle étonne par ses capacités de programmation. Si je demande à GPT, fais-moi un programme en C+, qui fait ceci et cela sur un texte, par exemple, là, récemment, je lui ai demandé de ramasser tous les noms propres d'un manuscrit de 600 pages. Tous les noms propres. C'est très difficile à faire avec un traitement de texte, mais par un script particulier, l'intelligence artificielle m'a proposé une solution. Christian Combas, partisan de l'intelligence artificielle. Mais vous avez bien fait de venir ici, vous allez recevoir quelques petits messages. Non, mais non, l'intelligence artificielle est par définition diabolique, au sens qu'elle est le langage du prince de ce monde. C'est la matière qui pense, qui ne pense pas donc. La matière qui compile, voilà, c'est une compilation. Le problème, et je pense qu'on peut y arriver, on peut arriver à approcher l'intelligence humaine, c'est qu'il n'est pas impossible qu'un jour, les machines, comme dans 2001 Odyssée de l'espace, se mettent à avoir du jugement. Jugement, c'est-à-dire, ou plutôt, à devancer notre jugement, à essayer de nous coincer. Et ça, c'est dans 10 ans ? C'est tellement exponentiel que ça peut être dans 5 ans. Mais moi, je suis convaincu qu'il va se passer des choses qui vont refroidir tout.
Tout. C'est-à-dire, on est en surchauffe. Je fais dire à l'un de mes personnages un peu devin dans la chronique que l'Amérique va tomber à genoux. Nous sommes malades tous de l'Amérique depuis un siècle. En fait, nous alimentons la machine de guerre américaine sur le monde entier. Depuis un siècle, nous sommes donc leurs esclaves sur le plan économique, notamment, on le voit bien avec l'affaire Alstom. Là, nous sommes leurs esclaves, en plus consentants, souriants, hawaïeux, etc. Bon. Donc, il y a un moment où ça va cesser, et ça ne peut pas cesser de leur propre fait, et ça va cesser parce qu'ils vont être mis à genoux par un événement majeur. Quand on voit ce qui se passe en Turquie, là, s'il leur arrive la même chose, le Big One aux États-Unis, ils se désintéressent de l'Europe pendant un bon moment. Et c'est de ça que nous avons besoin. Car n'oublions pas que la domination américaine sur le monde se limite à nos pauvres petits pays. Si vous avez voyagé en Inde, en Indonésie et partout, il existe à peu près entre les 2/3 et les 3/4 de l'humanité qui n'en a rien à foutre de l'Amérique. Là, en ce moment, en plus, ils commencent à avoir les moyens de commercer entre eux, mais quand on passe une journée entière à Delhi, ou encore pire, à Bombay, ou dans le milieu de l'Inde, on s'aperçoit qu'il y a une humanité qui est la majorité, qui n'obéira jamais au New World Order. Le nouvel ordre mondial. C'est impossible de le penser. Même. Quand on pense qu'il faut supprimer la domination américaine, ça veut dire en France qu'il faut qu'il y ait des concrétisations de cela. On quitte l'OTAN, on protège le cinéma français. Non, on ne peut pas quitter l'OTAN parce que nous sommes lâches. Nous sommes lâches par nature. Nous, pays européens, nous sommes lâches par nature. Donc, comme souvent, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une chute du modèle. Et là, le problème va être de savoir qui va essayer de ramasser les oripeaux du maître déchu, probablement l'Allemagne. Et on va assister à de nouvelles rivalités intra-européennes sur l'héritage américain, d'une Amérique effondrée sur elle-même. Quand je dis effondrée sur elle-même, c'est pas forcément qu'il va leur arriver des choses eschatologiques, mais il va leur arriver suffisamment de choses, y compris d'ailleurs probablement une guerre civile, parce qu'ils sont les plus exposés à ça, à cause de leurs armes, à cause de leur nature, à cause de leurs défauts de culture. Et s'ils commencent à se battre ou à subir les rigueurs de la nature, ils vont se désintéresser de l'Europe pendant 10 ans. Vous êtes intéressé à l'art et vous dites qu'il n'y a pas d'art américain, qu'il n'y a pas de culture américaine ? L'art américain, c'est de la mode. Si, les peintres du Wyoming du 19e, ça c'est de l'art américain. Mais vous savez, j'ai fréquenté l'un des plus grands art dealers de New York qui s'appelait Tibor de Nagy. Et donc je connais tout le monde, Léo Castelli, etc. J'ai traversé ce monde pendant une bonne dizaine d'années. C'est du pipeau, quoi. C'est du pipeau. La culture américaine, c'est du pipeau. C'est de la finance. Puisqu'on parle de pipeau, on va parler véritablement de culture et d'art. Oui. Quand vous venez, vous avez toujours des projets. Je disais tout à l'heure, si Christian Combaz n'a pas de projet, c'est que la Terre va arrêter de tourner. Donc, les projets, on en a toujours. Mais déjà, le projet, c'est de rester à peu près en forme le temps qu'il faudra. Ça, c'est réussi. L'autre chose, c'est que des projets, j'en ai un depuis hier, puisque j'ai bavardé gentiment d'ailleurs, avec Flammarion, dont je suis un vieil auteur, et qui me dit en gros, on vous rend les clés. Donc c'est extraordinaire. Alors, il pourrait dire ça si... C'est vrai que j'ai quelques livres qui ont modérément marché, donc c'est un peu normal qu'ils me rendent les clés. Mais j'ai La France de Campagnol, ça s'appelait Jean de Campagnol, qui a été publié chez eux il y a 10 ans, 12 ans, 10 ans. Et qui continue à se vendre toujours. Qui continue à se vendre toujours, un peu, très peu, puisqu'ils ont très peu de stock. Mais ça sort. Et donc je lui propose de faire une sorte de suite, un peu plus étoffée, un peu plus romanesque. Et le type me dit, non, désolé, ça ne nous intéresse pas. Donc en gros, attention, ça ne les intéresse pas, alors que ça représente un poids économique éventuel, puisqu'il y a 80 000 abonnés sur YouTube. Bon, j'ai une certaine notoriété à propos de ce Campagnol. Donc normalement, n'importe quel éditeur devrait être curieux au moins de ce que j'ai à proposer. Or, Flammarion ne l'est plus. Donc, entre parenthèses, j'en profite pour lancer une petite annonce. Il y a un jeune éditeur un peu intrépide et qui veut se lancer dans une aventure qui n'est pas vraiment très risquée. À mon avis, on en vendrait facilement 20 à 30 000. Et puis surtout, il y aurait une queue lors des foires du livre, parce qu'il y a un phénomène très amusant, c'est que les gens viennent me voir avec amitié en me disant « Écoutez, vous nous rendez le moral, c'est formidable, vous êtes tellement optimiste. » Mais je ne fais pas d'effort, je suis comme ça. Et pourquoi Flammarion vous rend les droits ? Il me rend les droits parce que je ne suis pas du bon côté de la pensée du moment. Ça va changer, hein. Mais Flammarion est dans un groupe de presse, que je n'ai pas analysé, mais je vois à peu près, dans un groupe de presse et d'édition. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on disait il y a 10 ans, ouais, la presse n'est pas libre. Mais maintenant, l'édition n'est plus libre non plus, puisque c'est les mêmes groupes. C'est le même argent qui fait les journaux et qui fait les livres.
Et donc, bon, il y a un moment où il y a un côté rédactionnel désormais dans une maison d'édition. On vous dit non, pas ça, c'est pas un sujet en vogue. C'est exactement ce que j'entendais des rédacteurs en chef dans les années 70-80. Vous pensez qu'il faut avoir une opinion obligatoire pour être édité? Non, il ne faut pas avoir celles qui ne conviennent pas. Et vous ne les avez pas. Non, celles qui ne conviennent pas, je les ai. Celles qui ne conviennent pas, vous les avez. Pas toutes, mais pas mal. J'en ai une bonne partie. Oui. Pas mal. Mais vous avez récupéré quand même votre compte Twitter, comme quoi tout est... Ah oui, oui, Elon Musk m'a fait la gentillesse de me rétablir mes 27 000 abonnés. Comme il l'a promis d'ailleurs, il a dit qu'il allait revenir en arrière par rapport à cette censure imbécile. Parce qu'évidemment, moi si quoi, merci à l'Antéchrist. Alors non, mais c'est une plaisanterie, mais c'est à moitié une plaisanterie seulement. C'est vraiment, le personnage est très intriguant à cause de ça. Il a, comme disent les psychanalystes, ça parle en lui. Le ça psychanalytique, c'est-à-dire que c'est un ça mondial. Une force obscure parle en lui. Donc c'est intéressant de voir qu'en gros, pour résumer beaucoup, je pense que c'est une sorte de mafieux intelligent qui se dit, mais c'est effrayant, ces gens cette ancienne mafia qui baigne dans le sang et la corruption, on va la remplacer par des gens habillés en blanc et qui sourient. Et je pense qu'on est sur Vous avez vu la tenue des astronautes de Elon Musk? Ils sont habillés en blanc et ils sourient. Voilà. Tiens, question de sourire. Vous venez rarement à la capitale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous la trouvez changée? C'est beaucoup de gens qui, quand ils franchissent ces portes de TVL, qui sont à quelques portes de la capitale, la première chose qu'ils ne disent, c'est « Ah, je n'étais pas venu à Paris depuis quelque temps, et... » Et oui, alors ça, moi en plus, ma mère très âgée, habite près de la rue de Vaugirard, qui est une espèce de... Dans le 15e arrondissement de cas d'école invraisemblable, où ils ont supprimé quasiment toutes les voies, il y en avait beaucoup, c'est un axe énorme, très très long, où beaucoup de voitures traversaient Paris. C'est la rue la plus longue de voilà. Paris. Et là, ils ont en gros, au lieu de mettre 5% pour les vélos, maintenant ils ont mis 50% pour les vélos pratiquement. Et donc... C'est bien, vous qui adorez faire le... Non, mais c'est absurde, c'est absurde. D'abord, dans le cas des gens comme ma mère, évidemment, c'est le... Mais je vais vous donner un autre exemple assez amusant que j'avais traité dans une chronique, c'est que ma mère est incapable de payer un parc-mètre désormais parce qu'elle est trop petite et qu'elle ne peut pas voir l'écran qui est situé trop haut. C'est-à-dire, quand vous mesurez 1m65, 63 maintenant, parce qu'elle quand même, elle devient très âgée, vous avez votre carte bleue à la main, vous ne voyez pas l'écran qui vous dit de payer votre stationnement, vous ne voyez pas les touches. C'est absurde. La vie sociale en ce moment est organisée en fonction d'une espèce d'humanité future qui n'existe pas, qui n'existera probablement jamais. Les gens qui mesurent en moyenne 1m85, ça n'existera jamais. Il y a beaucoup de petits gens maintenant qui sont sortis de la vie sociale parce qu'ils sont trop petits, trop modestes, pas assez à l'aise avec l'informatique. Moi, chez moi, dans mon pays, je les ai même photographiés, j'en fais une collection. Je photographie des mains de vieilles personnes avec un téléphone à clapet. Aucun d'entre eux n'est capable de suivre les procédures actuelles avec les QR codes, etc. Donc ils sont éjectés hors de la société. On parlait de la façon dont est traitée la France de base, mais c'est ça. Je ne parle même pas de ceux qui n'ont pas Internet. Moi, je connais des gens de 45 ans qui disent « Oh, moi, Internet, ça m'a jamais bien intéressé. » Donc, tout le monde dit qu'on ne peut plus s'en passer pour les impôts ni rien. Moi, je suis entouré de gens qui disent « Ça m'a jamais bien intéressé », qui n'ont même pas d'ordinateur à la maison. Ils font quoi, ceux-là ? Donc on est tombé sur la tête. Et quand on est tombé sur la tête, on finira par se redresser un jour ou l'autre, au détriment de ceux qui nous ont menés là. Parce que moi, je suis un partisan, vous voyez que j'ai une certaine énergie, donc je militerai dans le futur pour une punition de ceux qui nous ont conduits dans cette nasse. Dernière information sur Paris, vous avez vu les chiffres. La dédensification de la capitale est commencée, bien entamée. D'ailleurs, le maire de la ville, Madame Hidalgo, s'en félicite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, que c'est un danger, et que les Parisiens qui vont arriver à Campagnol... Vous savez ce qu'il y a derrière la densification et le fait que tous les riches brésiliens envoient leurs filles faire des études à Paris avec un appartement superbe dans le 16e arrondissement. Et ils payent ce qu'on leur demande de payer, ils s'en foutent. Les riches hongkongais, les riches kérotes font pareil. Donc Paris va devenir une espèce de Disneyland de l'aisance matérielle à travers le monde. Ils vont jouer comme à Las Vegas, ils vont jouer au Paris des soirs d'été avec les petits pavés et les cafés avec une ardoise invraisemblable. Parce que nous, de notre temps, les cafés, ça valait 2 €, même pas, ça valait 2,50 €.
Aujourd'hui, un café, ça vaut pratiquement très cher. 8 euros. Émilie in Paris. Oui. La dernière question, vous n'avez pas répondu, c'est que ces Parisiens, ils s'en vont. Et s'ils s'en vont, ils vont arriver à Campagnol. Alors, vous êtes prêts à les recevoir, ils arrivent déjà parti. à Campagnol, mais le problème, c'est que nous sommes un vieux pays de gens qui ont des racines à la campagne et que nous voyons revenir des gens qui avaient une vieille maison un peu abandonnée. Et chez nous, à Campagnol, même, en face de chez moi, une baraque énorme, vraiment, avec des grands escaliers, etc., une baraque de village, entièrement refaite avec des grands parquets, parce que c'est de l'argent citadin qui se réinvestit dans la campagne. C'est bien. C'est bien, oui, c'est bien. Alors, ça va poser un problème politique, c'est que ces gens qui dépensent beaucoup et qui vont dépenser beaucoup en foncier, etc., veulent aussi avoir une part de la décision sur le plan local. Et là, les maires de campagne, qui sont habitués à faire leur magouille entre eux, leur magouille entre frères, vous êtes dans le sud-ouest. nous sommes dans le sud-ouest, eh bien, évidemment, ils vont avoir maille à partir avec ces Parisiens qui ont fait des études et qui sont un peu plus forts qu'eux sur le plan de la téléphonite. Parfait. Merci Christian Combaz. Quelque chose à ajouter? Ben non, je vous remercie. Voilà, Merci, à bientôt.